Apprendre une seconde langue et la pratiquer régulièrement est bénéfique pour le cerveau car cela développe un autre mode de pensée. En apprenant une autre langue, on acquiert des mots qui n'existent pas dans notre langue maternelle, ce qui permet d'exprimer une plus grande intelligence. Il est recommandé de parler au moins 3 langues, à condition de les parler correctement. Les langues les plus intéressantes à apprendre sont le français, l'anglais, l'espagnol et éventuellement le russe. La langue a ses propres particularités qui influencent la manière de penser et de communiquer. Par exemple, l'espagnol est privilégié pour la parapsychologie, l'anglais pour les affaires et le français pour la supramentalisation. L'espagnol est également une langue répandue à travers le monde, ce qui facilite les déplacements. Il est possible qu'à l'avenir, une nouvelle langue planétaire soit développée pour favoriser l'expression de l'intelligence dans différents domaines. Cependant, l'Europe ne pourra pas surpasser les États-Unis en tant que leader mondial, car ils n'ont pas la psychologie nécessaire pour le faire. Une coopération sans conflit serait nécessaire pour y parvenir, ce qui n'est pas le cas actuellement. Finalement, la publicité d'un produit américain peut être facilement adaptée pour être vendue au Canada ou au Japon, mais des problèmes peuvent survenir lors de traduction en français, ce qui montre que la coopération entre les pays européens a encore quelques obstacles à surmonter. Il existe des différences culturelles et de mentalité entre les pays européens qui peuvent influencer la façon dont les produits sont acceptés sur le marché. Par exemple, en Italie, l'accent est mis sur la vitesse d'une automobile plutôt que sur sa résistance, tandis qu'en France, d'autres critères sont importants. Les Américains sont souvent en mesure de vendre leurs produits dans de nombreux pays en raison de leur capacité à s'adapter et de leur mentalité plus planétaire. Cependant, reste une nation hétérogène, et il peut y avoir des obstacles dans l'harmonisation des mentalités et des marchés. La mutation génétique entre humains est complexe et les résultats ne seraient pas parfaits, il est donc plus efficace de s'influencer mutuellement par imprégnation. Il faut simplement se servir de l'atmosphère d'une personne pour en tirer ce dont on a besoin, sans pour autant être sous sa tutelle. L'être humain n'est pas dominé s'il rencontre quelque chose d'égal ou supérieur à lui. Il est possible d'imprégner un enfant avec son évolution et sa présence, et cela peut se faire des deux côtés. L'enfant sera attiré par votre vibration et appréciera votre contact. Cela garantira également votre réincarnation. L'imprégnation se fait principalement lorsque l'être humain est intelligent, mais peut aussi se faire autrement. Il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de s'imprégner chez un enfant, car s'il reste avec vous, c'est qu'il l'a accepté. Certaines personnes ont la capacité de se réincarner temporairement dans d'autres personnes jusqu'à ce qu'un enfant approprié naisse. Pour l'imprégnation, il n'est pas nécessaire d'avoir une relation d'amitié connue avec la personne, mais pour une incarnation temporaire, cela facilite le processus. Si vous doutez de la capacité de former un double éthérique, il est préférable de rester chez une autre personne plutôt que de visiter le monde des morts. Pour renaître ou se transporter dans un autre corps, il est d'abord nécessaire de mettre au monde des enfants ou d'imprégner sa conscience chez des enfants. Cela permettra de préserver sa conscience chez le jeune et éventuellement de se fusionner avec lui. L'idée principale de ce texte est que l'être humain ne peut pas prouver la validité de sa connaissance et de son existence dans le monde astral. Cependant, l'auteur affirme que tout ce que l'on sait sur l'astral, la mécanique, la manipulation, la théologie, etc. peut être vérifié quotidiennement dans notre vie. L'auteur mentionne également que l'ego doit être sécurisé par la fusion avec notre double éthérique, mais que nous ne saurons jamais si notre double est suffisamment constitué tant que nous n'aurons pas commencé cette fusion. L'auteur conclut en disant que si nous pouvons prouver certaines choses dans notre vie, alors il est possible que tout le reste soit également vrai, et que nous devons connaître la mécanique pour pouvoir la contrôler. La mécanique est une science qui permet de comprendre et de contrôler les objets connus et maîtrisés par l'homme. Cependant, il reste encore beaucoup de choses à découvrir et à comprendre, comme le fonctionnement d'un moteur de voiture. Malgré cela, l'homme commence lentement à s'en approcher et à prévoir certains événements grâce à l'accumulation d'informations passées. Parfois, il peut être tentant de douter de ces connaissances, mais il est préférable de les accepter tant qu'elles permettent d'expliquer et de prévenir les phénomènes. Observez. L'évolution de la science et de la conscience humaine permet d'ajouter de plus en plus d'informations à notre compréhension du monde. La mécanique biologique, les émotions, la physique, tout cela peut être expliqué et prouvé grâce à la science. En analysant les données du passé, on peut même faire des prédictions sur le futur. Qu'il s'agisse des mouvements planétaires ou d'autres phénomènes, les mathématiques peuvent être utilisées pour anticiper et vérifier leur existence. Ainsi, en
Comprenant la mécanique de notre monde, nous pouvons progresser et évoluer dans notre compréhension de l'univers. Dans ce texte, l'auteur aborde plusieurs sujets, notamment la perception de la réalité, l'utilisation de mots anglais en français, et les différences sociales liées à la manière de s'exprimer. L'auteur explique que la réalité peut parfois être imaginée et que la mémoire peut jouer un rôle dans cette perception. Il souligne également que certains mots anglais peuvent être plus appropriés pour exprimer certaines idées que leurs équivalents français. Par exemple, le mot cheap peut décrire une personne avec un comportement de basse qualité qui est difficile à traduire en français. L'auteur critiquait également les personnes qui utilisent des mots anglais pour paraître snob ou aristocrate. Il mentionne aussi que les mots français peuvent être riches et exprimer des idées précises, et invite les gens à choisir les bons mots pour bien communiquer. En fin de compte, R insiste sur l'importance de comprendre et d'utiliser correctement les mots pour transmettre ses pensées et émotions. Le texte discute de divers termes utilisés en français et en anglais. L'auteur affirme qu'il n'y a pas de mots inférieurs d'une langue à l'autre, mais que la structure des phrases peut différer. Il mentionne l'utilisation de mots anglais créés à partir de la structure de la langue anglaise, comme underground. L'auteur souligne également que les mots ne sont pas aussi importants que la compréhension mutuelle. Il aborde ensuite le concept du bouddhique supplémentaire et explique qu'il s'agit de la capacité de retenir de l'énergie supplémentaire dans la descente de l'énergie. Les personnes ayant cette capacité seraient supramentalisables et pourraient vivre un arrêt bouddhique. Ces personnes sont appelées MTS et ont une fonction particulière à remplir sur la planète. L'auteur fait remarquer qu'ils ne seront pas sacrifiés comme dans l'Antiquité, mais pourraient tout de même se martyriser en ne sachant pas comment utiliser leur intelligence et leur connaissance. On mentionne aussi la possibilité d'être à la fois aristocrate et martyr, mais il est suggéré qu'il est préférable d'être seulement aristocrate. Enfin, il aborde la notion de double éthérique, qui servirait de mémoire tampon à la descente de l'énergie supramentale et permettrait à la conscience humaine de se créer un réservoir rendant immortel. Le double éthérique est une composante de l'âme humaine en constante évolution vers la pureté. Lorsque l'âme est totalement pure, elle se transforme en séraphin, qui est une énergie supramentale vitalisée. Le double éthérique remplit plusieurs rôles, notamment en servant de réceptacle à la conscience de l'individu pendant sa vie et en accumulant de l'énergie supramentale après la mort du corps physique. Cela permet à l'être humain d'exprimer uniquement ce qui est utile dans le contexte planétaire tout en ayant accès à une énergie supérieure. Le double éthérique se nourrit des sphères supérieures et conserve une mémoire tampon, permettant la création d'une conscience supramentale, une sorte de location de conscience extraterrestre, ainsi qu'une conscience planétaire. Lorsque l'être humain atteint un stade d'anégoïsme total, le double éthérique remplace l'âme et pousse le mental jusqu'au niveau du Père-Esprit, donnant naissance au corps séraphique. Le double éthérique dissout les anciens archétypes génétiques et fusionne avec la conscience matérielle, permettant à l'humain de devenir entièrement supramentalisé. Le corps physique subit des transformations, augmentant sa vitesse atomique, sa masse et son rayonnement ionisant. Les atomes constituent la forme du corps, sous l'emprise de l'intelligence du double éthérique, et non plus par des attractions atomiques. Le corps n'est plus assujetti aux lois de la matière et peut traverser les obstacles, se déployer à plusieurs endroits simultanément. La conscience se manifeste à travers différents corps séraphiques et éthériques, formés non plus de cellules ou de molécules, mais d'atomes, voire au-delà de l'atome. Les individus liés au même faisceau du monde de la mort sont incarnés et spirituellement sauvés. Quant à savoir si la connaissance a une forme palpable, cela dépend de la définition de palpable. Un être ancien qui touche le double éthérique pourrait ressentir une texture semblable à du métal. Cependant, un être supramentalisé ne se mêle pas à la masse ou à la population, mais fonctionne avec des initiés et certains personnages planétaires énergisés. Le texte discute du concept du double éthérique et de l'idée selon laquelle il s'agit d'un véhicule intergalactique ou interuniversel. Il explique que le double éthérique est un réservoir de conscience, mais n'a pas de constitution intentionnelle ou de fonction de reproduction. Pour imprégner d'autres humains, la meilleure méthode serait de leur donner du sang d'êtres humains supramentalisés, afin de leur donner une dose d'énergie. Cependant, cette énergie ne durerait qu'un certain laps de temps, et il est plus efficace d'attendre que les corps physiques les moins aptes à recevoir de l'intelligence meurent naturellement. Il est également important de ne pas agresser pédagogiquement les corps physiques qui ont la capacité de supramentalisation. L'imprégnation doit être faite avec prudence, car elle peut énergiser des individus qui n'ont aucun lien avec vous et nécessitera de les nourrir de temps en temps.
Le texte souligne l'importance de l'imprégnation mutuelle entre individus conscients et met en évidence la différence avec une imprégnation qui rend l'autre esclave. Il explique que l'imprégnation entre individus supramentalisables crée une synergie et favorise le développement personnel. Cependant, il précise que l'imprégnation ne rend pas l'autre sujet à sa conscience et que chacun doit connaître ses limites. Le texte aborde également la notion de séparation amoureuse, en expliquant que la majorité des couples n'ont pas la capacité de mettre fin à une relation lorsque celle-ci n'a plus de raison d'être, ce qui les conduit à se haïr avant de se séparer. Cependant, il indique que la haine n'est pas nécessaire pour mettre fin à une relation, mais plutôt une prise de conscience des problèmes à surmonter. Dans ce texte, l'auteur aborde différents sujets tels que le divorce et le mariage, ainsi que l'impact des formes géométriques sur l'énergie vitale de l'être humain. Il souligne que la majorité des couples se séparent de manière conflictuelle, mais que cette séparation est en réalité un acte d'amour. Il explique également que les formes géométriques peuvent apporter de l'énergie vitale, mais que leur efficacité dépend de leur taille et de leur exposition sur de longues périodes. En ce qui concerne les solitaires qui se conscientisent, l'auteur suggère qu'ils finiront par se regrouper, car ils préfèrent partager les tâches plutôt que de les faire eux-mêmes. Il affirme que se regrouper n'entrave pas la capacité d'apporter de l'information, mais que les individus doivent comprendre qu'il y a un chemin à suivre pour faciliter leur cheminement. Enfin, l'auteur souligne que ceux qui se supramentalisent rencontrent des difficultés à travailler ensemble en raison de leur ego et de leur désir de pouvoir. Lorsqu'un groupe d'individus conscientisés se rassemble, il y a une augmentation de leur valeur collective. L'idée est que chaque personne compte autant que les autres, et que leur impact ensemble est beaucoup plus important que si chacune agissait individuellement. Cela nécessite une coopération et une harmonisation des objectifs. L'individu doit mettre de côté son ego et contribuer de manière créative et équilibrée. Il est important que chaque personne se sente impliquée et ait l'impression de participer à la prise de décision. Cependant, il ne faut pas chercher à imposer sa vision ou à être irremplaçable. Chacun doit apporter sa contribution de manière optimale, sans chercher à faire le maximum, mais plutôt à faire le minimum nécessaire. Le but est de réaliser une tâche de manière efficace et mécanique, sans que l'ego prenne le dessus. Il est également souligné qu'un travail accompli ne peut pas être remplacé. Chaque action a son rôle et sa valeur unique, et un remplacement ne peut pas nécessairement reproduire le même effet. Les individus doivent se concentrer sur la réalisation de leurs propres tâches et ne pas se préoccuper de savoir si quelqu'un d'autre pourrait les remplacer. L'intelligence et la créativité doivent être partagées pour le bénéfice de tous, mais sans chercher à imposer ou à en tirer profit personnellement. Chacun peut contribuer à sa manière et bénéficier des contributions des autres. Il est également souligné que la connaissance et la réussite doivent être partagées librement, sans en faire un commerce ou une compétition. En conclusion, il est important que les individus se rassemblent et coopèrent pour atteindre des objectifs communs, en apportant chacun leurs compétences et en valorisant chaque contribution. L'ego doit être mis de côté au profit du bien collectif, et le partage des connaissances doit être encouragé. Le système social est en train de changer complètement grâce à l'intelligence et à l'action des individus, plutôt que seulement de parler de l'intelligence. Cela a un impact majeur sur la société. L'aide sociale, par exemple, a plusieurs utilités. En fournissant des logements pour les personnes sans abri et en offrant un soutien financier à certains individus en difficulté. Cependant, il y a également des abus de l'aide sociale, ce qui soulève des questions sur le karma de ces personnes. Il est important de différencier ceux qui méritent réellement l'aide de ceux qui en abusent. Pour changer le système social, il faut changer la philosophie de ceux qui fournissent l'aide sociale. La société a également besoin de trouver des solutions. Pour les personnes qui ont des difficultés à trouver du travail ou à accéder à l'éducation. Il est prévu d'organiser des séminaires et des rencontres régulières pour aider les individus à faire progresser leurs projets tout en respectant leurs besoins financiers. Ce processus de changement sera discuté dans les futures réunions du SPMC+, et permettra d'homogénéiser les connaissances et les actions du groupe pour orienter les vecteurs de changement de manière rentable. Lorsqu'on aspire à vivre comme un aristocrate, il est important de comprendre que cela demande un investissement énergétique, temporel et financier. Il est préférable d'être au courant de cela dès le départ plutôt que de le découvrir après coup. Ceux qui ne sont pas en mesure de le faire doivent accepter cette réalité, peut-être car il n'y a pas de problème à cela.